retard. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence Isegoria. Donc ce soir, nous recevons avec plaisir Rémi Mathis, président de la fondation Wikimedia France, qui administre entre autres l'édition francophone de l'encyclopédie Wikipédia. Donc soucieux de toujours proposer une présentation exacte et de qualité, nous avons l'habitude de croiser les sources et de nous documenter avec soin. Aujourd'hui, pour vous, Rémi Mathis, nous avons choisi de faire une exception et de faire ce que certains professeurs et intellectuels considèrent encore comme un crime, voire un blasphème à l'encontre de la sacro-sainte et élitiste culture livresque. Pour coller au mieux au thème de cette conférence, cette présentation est donc, je l'avoue, largement issue de Wikipédia et de l'article qui vous concerne, Rémi Mathis. Si donc votre page comportait quelques imprécisions, voire quelques erreurs, vous sauriez à qui vous adresser. Rémi Mathis, vos activités sont principalement celles de conservateur et d'historien, diplômé de l'École nationale des chartes et de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Vous avez dirigé la Bibliothèque des sciences humaines de l'Université Paris-Descartes de 2008 à 2010 et est aujourd'hui conservateur au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. L'estampe semble par ailleurs être un art qui vous tient particulièrement à cœur. Vous êtes en effet rédacteur en chef de la revue Nouvelles de l'estampe. Vous êtes également chargé de cours à l'École nationale des chartes en histoire et technique de l'estampe et êtes membre du comité national de l'estampe. Votre blog, À la toison d'or, est le relais de votre passion pour le patrimoine imprimé et aussi parfois de vos prises de position en faveur de Wikipédia. Vous êtes en outre historien spécialiste du jansénisme et de la diplomatie au XVIIe siècle et auteur de plusieurs livres et articles sur ces sujets. Je ne citerai ici, parmi tant d'autres, que Le solitaire et le ministre, paru en 2012. Bibliothécaire et conservateur de formation, vous êtes donc également au fait des difficultés et des mutations qui traversent le monde du livre et le métier d'auteur. Et n'hésitez pas à vous prononcer contre la privatisation de la numérisation des œuvres tombées dans le domaine public, quand un groupe comme Google tente, lentement mais sûrement, d'imposer son monopole sur ces opérations de numérisation du patrimoine littéraire et artistique mondial, et ce, au détriment d'institutions comme la BNF. Enfin, je l'ai dit, et cette facette est au cœur de notre conférence de ce soir, vous êtes président de Wikimedia France. Wikimedia est une fondation à but non lucratif qui prône la gratuité de l'accès au savoir et à l'éducation via Internet et est à l'origine de nombreux projets de dimension internationale. Citons notamment Wikimedia Commons, base de données en ligne regroupant images, sons ou vidéos, accessibles et réutilisables gratuitement, ou encore Wikiversité, qui propose cours et outils pédagogiques dans de nombreuses disciplines, là encore gratuitement. Le plus connu de ces projets reste bien sûr et de loin Wikipédia, encyclopédie gratuite de référence s'il en est. Vous êtes ainsi, Rémi Mathis, notamment via Wikimedia, profondément engagé pour la libre diffusion des connaissances et de l'information, en des heures où ni l'accessibilité des informations ni la préservation de la vie privée ne semblent être assurées. Fait révélateur, vous avez en avril dernier été convoqué par la Direction centrale du renseignement intérieur qui fit pression pour obtenir la suppression d'un article francophone traitant d'une station militaire française. La page en question a depuis été rétablie et l'article est rapidement devenu, pour le plus grand bonheur de la DCRI, le plus consulté de l'édition francophone de Wikipédia et existe aujourd'hui en anglais et en plusieurs autres langues. Preuve, s'il est encore nécessaire d'en avoir, que sur Internet, le meilleur moyen de faire se propager une information est de tenter de la faire disparaître. Je ne m'attarderai pas beaucoup plus longtemps dans cette présentation de notre invité et je laisse ma place à Valérie-Claude Godilla, directrice de l'école Sciences Com, pour aborder plus en détail notre problématique de ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci Alexandre pour cette introduction. Merci à toute l'équipe des étudiants de l'association Isegoria pour cette première édition de l'année 2013-2014 ouverte au public, à nos étudiants, mais également ouverte vers l'extérieur, donc dans une logique de partage de la connaissance vers différents publics. Et puis, un grand merci à Rémi Mathis pour sa présence ce soir. La question Internet et partage de la connaissance, je dirige une des 3 écoles d'Audencia Group, Sciences Com, mais je suis également enseignante, professeure, enseignant-chercheur. Et cette question du partage de la connaissance, du lien entre Internet et partage de la connaissance, il nous impacte très directement dans nos activités de recherche, nos activités d'enseignement.
Sur la question de la recherche, Audencia a fait un choix fort qui est, sous l'impulsion de la direction de la recherche, sous l'impulsion de la médiathèque, de notre médiathèque, d'ouvrir les publications des enseignants-chercheurs sous forme d'archives ouvertes et donc de rendre cette connaissance la plus accessible possible. On est passé d'un modèle qui était assez propriétaire, assez fermé, à un modèle qui est aujourd'hui beaucoup plus ouvert pour garantir cette diffusion. Comme enseignant, on est aussi impacté, bien évidemment, dans nos activités, dans la modalité d'enseignement. La donnée, l'information sont aujourd'hui très largement accessibles, diffusées, et ça nous donne l'occasion de repositionner nos modèles d'enseignement dans une logique plus réflexive, d'être plus dans l'apprentissage, plus que dans le transfert. Donc ça, comme enseignante, et c'est partagé avec de nombreux collègues, c'est une chance pour Internet est une chance pour nous parce que ça redonne une valeur ajoutée supplémentaire à notre activité. Cette question d'Internet et du partage de la connaissance, si je la positionne sur les activités d'enseignement et de recherche de Sciencescom, par exemple, c'est toute la question de l'évolution du journalisme liée à Internet, à la participation de journalistes citoyens. Vous connaissez peut-être un site coréen qui s'appelle Oh My News. Il y a une cinquantaine de journalistes salariés de ce site, mais il y a également plus de 50 000 journalistes citoyens qui sont producteurs d'informations associés à ce site. Alors, vous voyez là quel est l'impact aussi sur les modèles économiques traditionnels des groupes de médias, des groupes de presse, et puis également l'impact sur la formation de professionnels de l'information, de professionnels du journalisme. Alors, je ne réponds pas à cette question ce soir, mais plus pour une réflexion pour vous, avec bien évidemment toute la question de la vérification des sources, pour utiliser un anglicisme, du fact-checking, auquel on doit, à mon avis, être de plus en plus vigilant pour garantir une information de qualité, sachant que même les grands journaux, les grands médias se font piéger. Le journal du Net, pas plus tard que la semaine dernière, expliquait que plusieurs grands sites de médias français ont été piégés par de faux journalistes qui avaient posté des articles sur leur site en se faisant passer pour des journalistes. Donc, bien évidemment, un certain nombre de questions qui se posent derrière cela. Un dernier point, je dirais, élément important, sachant que, bien évidemment, il y a de nombreux éléments qui auraient pu être cités, c'est celui de l'impact d'Internet et du partage de la connaissance au sein des entreprises. Au sein d'Audencia Nantes, école de management, la formation est centrée sur l'entreprise. On prépare des futurs managers. Quel va être l'impact des réseaux sociaux d'entreprise en termes de management, en termes de partage de la connaissance? Ce qu'on observe aujourd'hui, il y a environ 20% des entreprises qui ont un réseau social d'entreprise. Je ne parle pas d'intranet. Intranet, c'est un autre système qui commence à dater aujourd'hui. On voit des nouveaux modes de partage de connaissances, d'innovation interne. Je ne citerai qu'une entreprise, par exemple Pernod Ricard. Son directeur général, Alexandre Ricard, le matin, quand il arrive au bureau, il ne regarde pas ses mails, il va sur le réseau social de l'entreprise, regarder les messages qui ont été postés par les collaborateurs dans les différentes filiales du monde. C'est sa manière à lui de prendre le pouls de l'entreprise. Je dirais autant de sujets qui nous interpellent aujourd'hui dans les écoles de management à Audencia. Et alors, pas de réponse aujourd'hui forcément sur tous ces sujets, mais néanmoins un impact très important
qui fait que le sujet de ce soir, il est stratégique et on est extrêmement ravis d'avoir Rémi Mathis pour nous présenter son point de vue sur la question et puis ensuite avoir vos questions pour notre conférencier. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Faire fonctionner les slides. Je suis ravi moi aussi d'être présent ce soir ici et ravi aussi de cette présentation qui a en fait posé un certain nombre des enjeux sur lesquels je vais pouvoir revenir au cours de cette présentation. Des enjeux qui tournent autour de la diffusion de la connaissance en termes nombre de personnes qui ont accès à une connaissance qui auparavant restait enserrée dans quelques livres et qui était moins bien diffusée avant que Wikipédia puisse exister, puisque j'ai quand même essentiellement parlé de Wikipédia, mais au-delà surtout de questions stratégiques, puisque le mot a été prononcé, de nouveaux enjeux qui se posent sur le rapport à la connaissance et précisément de quelle manière ces différents outils vont amener un rapport à la connaissance qui évolue et peut-être une meilleure prise de conscience de la manière dont la connaissance se crée, se diffuse et fait finalement une conscience plus grande chez les utilisateurs du fonctionnement de la connaissance. Et surtout, je suis également assez content que cette association s'appelle Isegoria. En tant qu'historien, ça rappelle des vieux cours d'histoire ancienne, puisque cette Isegoria est l'un des 3 piliers de la démocratie grecque, athénienne, l'accès égal de tous à la parole. Et ça pose finalement un autre enjeu qui est lié justement à cette diffusion de la connaissance, qui est qu'on se trouve dans une société et la société elle-même va évoluer avec ces nouveaux outils qui permettent à chacun d'acquérir cette connaissance, de la diffuser à son tour et finalement de donner aux citoyens liés justement à tout ce monde intellectuel et à toute cette connaissance et ces informations un rôle qui n'était pas celui qu'il avait à l'époque où le fonctionnement était beaucoup plus du haut vers le bas et où les citoyens étaient plus passifs qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Alors, quand il s'agit de parler de Wikipédia, c'est à la fois très simple parce que vous savez déjà de quoi je vais parler, et compliqué aussi parce que vous êtes vous-même sur Wikipédia, que certainement vous y êtes passé hier ou la semaine précédente, pour des pratiques qui sont à chaque fois très, très différentes, parce que précisément sur Wikipédia, on trouve un petit peu tout, et que donc vous pourrez avoir des pratiques qui seront très personnelles. Wikipédia, actuellement, c'est en effet un site qui est arrivé à avoir, non pas un monopole, mais en tout cas une place prééminente dans la diffusion de l'information sur Internet, mais du coup avec une efficacité telle que ça touche la diffusion de l'information tout court d'une manière générale. On est, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial, le 6e site Internet, alors entre 5 et 7e selon les statistiques qui évoluent. Surtout le premier site culturel français, c'est-à-dire que pour tout ce qui est de la culture la plus légitime à vos loisirs, vous allez passer par Wikipédia, et avec des chiffres qui sont tellement importants qu'ils ne veulent pas forcément dire grand-chose. Donc 19 millions de visiteurs uniques chaque mois en France, c'est-à-dire qu'à peu près tout internaute, y compris votre grand-mère qui ne comprend pas vraiment où elle est quand elle est sur Internet, finira par passer sur Wikipédia à un moment ou à un autre. Et au niveau mondial, 1 demi-milliard de visiteurs uniques. Donc actuellement, 1 demi-milliard de personnes passent au moins une fois sur Wikipédia chaque mois pour y lire des articles plus ou moins rapidement et éventuellement pour contribuer. Donc c'est une immense fourmilière où il se passe plein de choses, 1 million de vues toutes les heures, et où les gens eux-mêmes vont aller modifier les articles et faire en sorte que ce que vous lisez change en permanence, avec 800 000 modifications par mois sur la Wikipédia francophone, et bien plus si on compte l'ensemble des Wikipédias dans les différentes langues. C'est donc un site qui est en perpétuelle mutation et qui finalement est
assez récente. C'est-à-dire que quand on parle du phénomène de Wikipédia, il faut bien se rendre compte que Wikipédia en anglais a été créé en janvier de l'année 2001, en français en mai de cette même année, et que finalement jusqu'aux années 2005 à 2006, c'était un site qui était à peu près inconnu du grand public. Seules les personnes qui s'intéressaient à l'informatique, à ce qui se passait sur Internet à cette époque-là, qui étaient dans un monde du libre, parfois militant, savaient ce que c'était, et que finalement, vous n'utilisez Wikipédia pour le grand public que depuis 2006 à 2007. C'est-à-dire que même une personne comme moi, qui ne suis pourtant pas d'un très vieil âge, j'ai fait la majorité de mes études sans avoir accès à Wikipédia, ou en tout cas avec un Wikipédia qui faisait 300 à 400 000 articles, et non pas 1 400 000 comme c'est le cas actuellement, ou même 4 millions d'articles comme c'est le cas sur la Wikipédia anglophone. Et ce nombre d'articles présents sur Wikipédia fait que vous allez l'utiliser pour des choses qui sont très, très différentes. Alors j'imagine qu'ici, en tant qu'élève dans une école de management, vous l'utilisez uniquement, bien évidemment, pour des raisons extrêmement sérieuses, et que vous allez lire des articles tels que celui-là avec des équations savantes qui vous expliquent ce que c'est qu'un taux actuariel, mais que précisément le rapport à Wikipédia, ce qui va du coup changer le rapport à la connaissance d'une manière générale, vient du fait que sur Wikipédia, contrairement aux encyclopédies traditionnelles, vous allez trouver un petit peu tout. Et donc, il n'y aura pas de distinction claire entre le savoir illégitime et le savoir très légitime, tel que vous le trouviez dans les encyclopédies traditionnelles, et vous allez, immédiatement après avoir lu l'article sur le taux actuariel, aller consulter un article sur une série, juste pour vous souvenir à quel épisode vous étiez arrêté dans la saison 3 de Downton Abbey, pour prendre un exemple, parce que certainement que vous regardez Downton Abbey et vous avez bien raison. Mais sur Wikipédia, c'est aussi un endroit où non seulement vous allez chercher des choses précises en fonction de vos besoins, mais c'est aussi un endroit où on va rebondir d'un article à un autre. Et là aussi, ça va être des pratiques qui sont très différentes par rapport à une encyclopédie traditionnelle, tout simplement parce que c'est sur Internet, il y a des liens hypertextes qui existent, et que vous allez certainement vous perdre en commençant à 20h par lire l'article sur le taux actuariel pour rendre votre devoir, et finir à 1h du mat sur cet article sur les exécutions par éléphant qui avait lieu en Inde pendant une grande partie de ce qu'on appellerait le Moyen-Âge en Europe, qui était assez efficace. Et cet article est un article a été élu comme un article de qualité sur Wikipédia, c'est-à-dire que c'est un article qui a des sources universitaires très approfondies. Si vous l'imprimez, il fait 30 pages, et on trouve que comme ça des choses absolument formidables qui permettent de s'ouvrir et donc de découvrir ce qu'on ne cherchait pas, selon le phénomène de la sérendipité, comme disent les spécialistes des sciences de l'information, réussir à trouver ce qu'on ne cherchait pas, et surtout réussir à passer des heures devant son ordinateur et à prendre plaisir à être curieux, y compris jusqu'à des choses encore plus originales, l'orientation du papier toilette, qui est un immense problème que vous avez peut-être vécu. Est-ce qu'on le met comme ça ou est-ce qu'on le met dans l'autre sens? Et donc, sur Wikipédia, il y a de la connaissance sur tout, et donc c'est surtout ça qui va entièrement changer notre rapport à la connaissance par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Et que surtout, chose qui est également très importante, c'est que sur Wikipédia, c'est aussi un endroit où les gens vont contribuer parce qu'ils ont envie de faire ça. Ils n'ont pas été payés pour rédiger un article, ils contribuent souvent sous pseudonyme. Donc ça ne rajoutera pas une ligne à leur CV de dire qu'ils ont écrit pour l'Encyclopædia Universalis. Donc si on le fait, c'est pour le plaisir de partager, pour le plaisir de rédiger. Et donc rédiger ce type d'articles originaux et réussir à créer de la vraie connaissance rigoureuse avec des vraies sources sur des thématiques originales, ça fait également partie du grand plaisir que connaissent tous Wikipédiens, que vous avez peut-être pu connaître vous-même en faisant des travaux de recherche.
Mais sur Wikipédia, quand on parle de partage de la connaissance, ça va bien au-delà justement de simplement avoir accès à cette connaissance. Et entre autres, un des piliers de Wikipédia, un de ces éléments de fonctionnement majeurs et qui font que ça a pu fonctionner, c'est que vous pouvez non seulement lire les articles de Wikipédia, mais que tout ce qui apparaît est publié sous une licence libre. C'est-à-dire que vous pouvez réutiliser et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc si vous avez envie, par exemple, de reprendre un article de Wikipédia, par exemple une excellente biographie de Rémi Matisse, pour faire un flyer à donner à l'entrée d'une conférence, vous avez entièrement le droit, parce que précisément cette licence libre permet de réutiliser dans n'importe quel contexte ce qui est fait. Et ce qui est très, très important, et dont on ne voit pas forcément toutes les conséquences à première vue, mais c'est ça qui va permettre une diffusion encore plus grande et une appréhension par les lecteurs eux-mêmes. Et entre autres, ça a une conséquence qui est fondamentale au sein de Wikipédia, c'est que Wikipédia n'est pas un site, mais Wikipédia est actuellement 285 sites qui sont 285 encyclopédies dans 285 langues différentes qui permettent à l'ensemble du monde de pouvoir avoir accès à un article et qui permettent de mettre en valeur les cultures du monde entier. Et le fait que ce soit publié sous une licence libre, ça veut dire qu'on peut également faire des œuvres dérivées de chacun de ces articles, y compris une traduction. Donc, quand on parle d'une diffusion, c'est non seulement diffuser le texte en tant que tel, mais c'est le traduire, le mettre sur un autre support, et donc toucher un public, toucher des usages qui n'étaient pas forcément ceux pour lesquels le texte avait été rédigé dans un premier temps. Et surtout, quand on place un texte sous une licence libre, c'est qu'on donne l'entière possibilité de faire toutes ces modifications a priori, et c'est-à-dire qu'on reste encore une fois dans une efficacité extrêmement grande, c'est-à-dire que quand vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas à demander des autorisations en 3 exemplaires et à remplir un formulaire, comme c'est parfois le cas, y compris dans nos institutions, hélas, mais que vous pouvez le faire immédiatement, parce que vous savez que vous êtes dans les clous et que vous agissez de manière légale, suivant la volonté des gens qui avaient placé leur texte ou leur photo sous cette licence libre. Alors, quand on parle de ces gens qui justement créent ces textes, il faut également prendre conscience que si Wikipédia fonctionne, c'est parce qu'on a par derrière une communauté qui est gigantesque et qui n'a pas de frontières exactes, parce que ça va dépendre de ce qu'on met derrière ces mots-là, mais des gens qui agissent et qui créent des règles pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Donc cette communauté de plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs dizaines de milliers selon les langues, va créer un certain nombre de règles pour décider quels articles peuvent être rédigés sur Wikipédia ou pas, qu'est-ce qui fait qu'un article va être considéré comme pertinent, de quelle manière on cite ses sources, de quelle manière est-ce qu'on rédige un article dans la forme. Il y a un nombre de règles absolument gigantesques qui elles-mêmes évoluent au fur et à mesure pour rendre la rédaction de Wikipédia la plus efficace en supprimant éventuellement une règle qui n'est plus pertinente ou qui empêche de rédiger et en inventant des nouvelles règles en permanence en faisant intervenir l'ensemble des gens et par des votes qui font que c'est vraiment chaque Wikipédien qui décide par lui-même quelles règles vont être mises en place. Donc, si on parle donc de diffusion de la connaissance grâce à Wikipédia, c'est donc bien évidemment grâce à cette efficacité qui en a fait un des premiers sites qui vous permet d'avoir accès à cette connaissance, mais c'est aussi parce que le fait même de contribuer sur Wikipédia et son mode de fonctionnement va faire évoluer la manière dont on considère soi-même cette connaissance et son rapport à ce qu'est cette connaissance. Pour être plus clair, j'ai pris ce petit dessin qui vient d'une bande dessinée qui est publiée sur Internet, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle XKCD, qui est
très, très amusant, bien qu'un peu geek, qui montre le rapport à la source du Wikipédien. C'est-à-dire que sur Wikipédia, le système de rédaction des articles ne repose plus sur l'autorité de la personne qui écrit, mais sur les sources qui vont être fournies, qui permettent de rendre cet article vérifiable. C'est-à-dire que rien de ce que vous pouvez rédiger sur Wikipédia ne peut l'être si vous n'amenez pas une source fiable, externe, qui permet de vérifier ces dires au lecteur qui passera par derrière pour lire ce que vous avez écrit. Et du coup, on ne se situe plus du tout dans une appréhension top-down de la connaissance, où vous avez des savants qui doivent certainement dire la vérité, parce que c'est des gens très savants qui ont fait des grandes études, et donc certainement qui ne se trompent pas, mais en même temps on n'en sait rien. Et on va passer à un rapport à la connaissance qui est finalement beaucoup plus sain, me semble-t-il, et en tout cas beaucoup plus universitaire, en tout cas beaucoup plus de la manière dont le savoir fonctionne réellement, en particulier quand on est chercheur, et qui est qu'il y a un état du savoir qui existe, qui va évoluer, et ce qu'on met en avant n'est rien d'autre que l'état du savoir à un moment B, qui va se fonder sur des sources, tout en sachant que des nouveaux articles vont être publiés, des nouvelles sources vont apparaître, qui vont remettre en cause ce savoir tel qu'il existait à une certaine époque. Et donc, sur Wikipédia, tout va reposer sur les sources, à tel point qu'on arrive à ce petit dessin, que les Wikipédiens finissent par être obsédés par la notion de source et ne peuvent plus aller à un meeting d'un politique sans venir avec une balise qui est celle, en fait, qui est mise sur Wikipédia quand il y a une phrase qui demanderait bien qu'une source soit citée, et donc citation needed en anglais, référence nécessaire en français, qui demande précisément qu'une source soit apportée, parce qu'on a cette sensibilité à la source qui est vraiment très très grande, et qui fait que Wikipédia n'est pas forcément juste, mais qu'en tout cas c'est vérifiable, et que s'il y a une erreur, avec une lecture critique et en sachant de quelle manière utiliser, vous êtes censé être capable de déceler cette erreur, et ça vous amènera à avoir un rapport à la connaissance qui est différent, et qui vous amènera à vous poser beaucoup plus de questions sur la manière dont la connaissance est créée, que quand c'est une personne qui vous dit « c'est comme ça, et croyez-moi, car je suis professeur à la Sorbonne ». Oui, là je vais un peu vite. Hop. Ce qui est, à mon avis, aussi important, parce que précisément, vous allez vous retrouver, ou en tout cas vous vous êtes retrouvé devant des articles de Wikipédia qui ne vous semblaient pas forcément d'une pertinence folle. Enfin, des articles qui étaient trop courts, ou des articles qui vous semblaient dire des choses un petit peu étranges. Et donc, à ce moment-là, j'espère que vous avez eu justement ce réflexe de passer dans une autre langue. C'est aussi une des autres forces de Wikipédia, c'est que ces articles existent dans différentes langues, et que vous avez eu éventuellement la curiosité de cliquer sur les liens pour accéder à ces sources, et donc pour vérifier par eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris, en fait, par les médias en particulier, qui n'ont pas forcément ce rapport à la source qui est finalement beaucoup plus universitaire que journalistique. Et pour vous donner un petit exemple d'anecdote sur laquelle précisément ça n'a pas été compris, c'est une affaire qui avait eu lieu il y a quelques mois autour du romancier Philip Roth, qui est donc un des grands romanciers américains, qui est nobélisable depuis bien longtemps, bien qu'il n'ait jamais eu le prix Nobel, et qui avait voulu faire une modification sur Wikipédia, parce que ce Philip Roth a écrit un roman qui s'appelle The
The Human Stain, la tache en français, qui est tiré d'une anecdote de la vie d'un universitaire américain. Et un journaliste avait dit que ça rappelait l'histoire vraie de telle personne, qu'on appellera Monsieur X, et donc avait publié un certain nombre d'articles pour dire cet article présente des... enfin, bon, on peut faire un rapprochement entre ce livre et l'histoire de cet universitaire. Et il se trouve que c'était faux et que, en tout cas dans l'esprit de Philip Roth, n'était pas tiré de cette anecdote-là. Et Philip Roth a voulu faire une modification sur Wikipédia pour justement dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas tiré de cette anecdote-là, mais de l'histoire vraie également d'une autre personne. Et les contributions de Philip Roth ont été supprimées et Philip Roth est plein dans la presse qui a bien évidemment tiré à boulet rouge sur Wikipédia pour dire qui sont ces gens, ces espèces de jeunes geeks qui doivent être des adolescents boutonneux, qui ne comprennent rien et qui osent contredire un de nos plus grands écrivains. Un écrivain, c'est quand même quelles sont ses sources, c'est n'importe quoi, et donc a pris fait et cause pour Philip Roth. Et en réalité, quand on ne lisait pas les articles journalistiques qui sont parus à cette époque-là, mais qu'on allait voir directement sur Wikipédia ce qui s'est passé, on se rendrait compte que l'article de Wikipédia disait extrêmement clairement qu'il y a des similitudes qui existent avec l'histoire de ce monsieur X, que ces similitudes ont été relevées par un certain nombre de critiques très importants du New York Times, etc., mais que Philip Roth a dit que ce n'était pas vrai, que c'était tiré de l'histoire d'une autre personne. C'est-à-dire qu'en fait, apparaissait sur Wikipédia exactement ce qui s'était passé en attribuant les différents points de vue aux critiques et à Philip Roth. Et en fait, ce que voulait faire Philip Roth apparaissait sous un autre angle, c'est-à-dire qu'il voulait que n'apparaisse uniquement son point de vue à lui et non pas le point de vue des critiques littéraires. Et c'est bien évidemment quelque chose qui n'était pas pertinent. Et il y avait des sources pour expliquer qu'il y avait différents points de vue. Et si on part du principe que la critique littéraire a un sens et que donc l'auteur n'est pas le seul à avoir le droit de faire des commentaires sur ses livres, ce qui s'était passé sur Wikipédia était très pertinent. Et c'est Philip Roth qui était en fait une espèce de censeur, ou en tout cas une personne qui n'avait pas réellement compris ce qui se passait sur Wikipédia. Donc cette anecdote, juste pour vous expliquer de quelle manière ça fonctionne, avec cette notion d'attribuer le point de vue aux différents acteurs et aux personnes qui ont un point de vue pertinent à donner sur un sujet, et donc cette importance des sources qui est très grande, et qui du coup va amener un rapport à connaissance qui change, puisque cette importance des sources, ça s'applique à l'ensemble des articles, c'est-à-dire aussi bien aux articles très universitaires pour lesquels en effet vous pourrez sourcer sans problème avec une thèse, mais aussi aux articles sur la connaissance la plus populaire et illégitime au sens sociologique du terme, c'est-à-dire que vous trouverez une généalogie de Donald Duck avec des sources excellentes, et c'est un article qui est très très bon et qui est traité exactement de cette même manière sur Wikipédia. Donc vous voyez que Wikipédia change en fait un certain nombre de choses dans le rapport à la connaissance, et en fait change pas mal de paradigmes par rapport aux encyclopédies traditionnelles. Donc le premier grand changement, à mon avis, par rapport à une encyclopédie traditionnelle, c'est que sur Wikipédia, tout est sujet de connaissances et qu'on peut écrire un article à peu près sur tout. Donc là encore, c'est finalement pas très original par rapport au monde universitaire en particulier, où vous savez, pour faire des études supérieures, que certains ont des sujets de recherche assez baroques ou assez pointus. Donc c'est là qu'arrive mon article sur les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, qui est un véritable livre de 300 pages, dont on rigole beaucoup à cause de cette citation dans un film, et donc on peut très bien écrire sur ça, mais que vous trouverez donc sur Wikipédia des articles sur tout, mais finalement, tout comme des universitaires font des recherches sur tout, et font de la sociologie des sex-shop ou de l'histoire du jansénisme, et que ça ne choque personne, et c'est tout à fait normal, mais c'est un changement très important par rapport aux encyclopédies
traditionnelle qui ont 30 000 articles et qui se concentrent sur la connaissance très, très légitime sur les grands auteurs. Et finalement, deuxième changement de paradigme, c'est que la culture générale sur Wikipédia est une culture très très large. Et ça fait une différence assez grande par rapport à la culture générale telle qu'elle existait dans notre société jusqu'à maintenant, où en fait la culture générale était essentiellement littéraire, historique, Sciences Po, mais que ça s'arrêtait un petit peu là. Et qu'il est absolument impossible dans notre société de passer pour sérieux si on n'a pas lu Proust. En revanche, vous pouvez dire que vous ne connaissez pas le deuxième, la thermodynamique ou la physique nucléaire, ça semble tout à fait normal dans notre société. Voire, il est plutôt de bon ton de dire « Oh là là, en maths, j'étais complètement nul », et ça passe très très bien. Et bien, très précisément, sur Wikipédia, on assiste à un rééquilibrage entre les différents plans de la connaissance, les différentes thématiques, les différents sujets, et on aura finalement des articles physiques ou mathématiques qui seront traités exactement de la même manière que les articles sur Flaubert. Et ça, c'est à mon avis un changement qui est très important par rapport aux encyclopédies traditionnelles qui faisaient très très peu de place aux sciences, aux techniques et à toute cette connaissance qui était délaissée pour des raisons assez mystérieuses, en fait. Troisième changement de paradigme très, très important que j'ai déjà un petit peu abordé, c'est que Wikipédia ne dit pas qu'elle dit la vérité. C'est-à-dire, là encore, c'est quelque chose qui est assez mal compris dans le grand public. Quand on parle de la fiabilité de Wikipédia, ça n'a pas forcément de sens. C'est-à-dire qu'il faut voir Wikipédia comme finalement une bibliothèque. Si vous allez dans une bibliothèque, j'ai vu que vous avez un centre de ressources qui a l'air assez fourni, vous savez très bien que dans une bibliothèque, vous trouverez des livres de niveaux différents, que vous trouverez des livres qui sont complètement nuls, des livres qui sont hyper pointus, qu'il y a des livres hyper pointus qui vous sembleront inutiles parce que vous n'avez pas le niveau pour aborder directement ces livres-là et que vous aurez besoin d'une première approche plus large, et que finalement sur Wikipédia, c'est un petit peu la même chose. C'est un lieu où vous trouverez de la connaissance qui est en perpétuel changement, qui, pour certains articles, va être hyper pointu parce qu'il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps à faire des articles extrêmement bons, et parfois trop pointus, et vous aurez du mal à accéder à ces articles-là. Vous aurez des articles qui sont accessibles à tout le monde et qui vous permettent d'avoir une première approche globale et qui vous permettront d'avoir des liens pour aller un petit peu plus loin. Vous aurez des articles qui sont complètement nuls parce que personne n'a pris le temps de faire quelque chose qui est mieux. La différence, c'est que Wikipédia le dit franchement et vous demande d'être suffisamment intelligent pour avoir un comportement qui s'adapte à ces choses-là. Donc sur Wikipédia, personne n'affirme qu'il y a la vérité dans un article. Vous avez un texte qui est le plus rigoureux qu'il est possible, en fonction du temps qui a été passé à rédiger cet article-là. Vous avez l'état du savoir, dans le meilleur des cas, sur un sujet, en mettant bien en exergue que cet état du savoir va évoluer et que cet article lui-même va évoluer. C'est-à-dire que sur Wikipédia, vous ne lisez jamais qu'un état de cet article a une date T, et que quand vous citez un article de Wikipédia, il faut toujours dire que vous avez lu l'article le 17 septembre 2013 à 18h57, parce qu'il est possible qu'à 19h02, il y a quelqu'un qui amène un chapitre supplémentaire qui change cet article-là. Et donc tout fonctionne selon cette neutralité de point de vue où on va essayer de faire la part des choses pour amener les différents points de vue sur un sujet à partir du moment où ils sont pertinents, et sans prendre parti sur le fait qu'un point de vue soit supérieur à un autre et qu'une école historique est la vérité contre une autre école historique, ou ainsi de suite.
Du coup, on revient systématiquement à cette notion de source qui est au centre de tout et qui fait porter une partie du travail sur le lecteur qui doit être formé, qui doit comprendre ce qu'est la connaissance et qui doit être capable de mettre en doute systématiquement ce qu'il lit et avoir une lecture critique de tout ce qu'il lira. Du coup, si on parle de sources et qu'on n'arrête pas d'en parler, ça pose la question justement du rapport de Wikipédia à ces sources et à la société d'une manière générale. Parce que du coup, même si Wikipédia est un monde clos qui va vous faire passer d'un article à un autre, Wikipédia ne peut être rédigé qu'à partir du moment où il y a de la connaissance à l'extérieur, qui est non seulement créée par des chercheurs, par des amateurs, par vous et moi sur votre blog, pour votre mémoire de maîtrise ou quoi que ce soit, de master on dit maintenant, mais aussi sur la capacité à mettre à disposition ces sources pour qu'elles soient ensuite réutilisées par les Wikipédiens. Donc Wikipédia n'est pas un site qui vit en autarcie et qui ne peut fonctionner que dans une société qui est notre société, avec suffisamment de gens qui sont instruits et avec suffisamment d'articles, de possibilités d'avoir accès à la connaissance en ligne. Alors, du coup, le rapport de Wikipédia à la société, au grand public, ce qui peut se dire de Wikipédia est quelque chose d'extrêmement complexe et qui surtout a évolué extrêmement rapidement, aussi rapidement que Wikipédia s'est développé. Et on a pu voir ça notamment dans les très nombreux articles qui ont pu paraître sur Wikipédia. On est parti de très très loin, avec en particulier autour de 2007, c'était là qu'il y avait les plus grandes critiques sur Wikipédia et qu'on a pu lire tous les articles sur la fiabilité ou même justement le manque de fiabilité de Wikipédia, avec des attaques lancées par Pierre Assouline, par donc ce fabuleux article qui était paru dans Le Monde pour expliquer que Wikipédia aura disparu en 2009 et que c'est n'importe quoi et que permettre à des gens qui ne sont pas critiques au monde de rédiger des encyclopédies, c'est quand même prendre beaucoup de risques parce que les gens ne sont pas bien malins d'une manière générale. Vous avez également un très bon exemple de la violence de ces attaques dans ces années-là, en 4e de couverture du petit flyer qui vous a été remis à l'entrée, qui est assez gratiné aussi, et qui pourrait être très très bien. Enfin, c'est très très bien de critiquer, et les Wikipédiens sont les premiers à être féroces par rapport au fonctionnement de Wikipédia, à dire que ça ne va pas, que les articles sont nuls, à mettre des bandeaux sur chaque article pour dire que ça manque de sources, que c'est publicitaire, que c'est mal rédigé. Le problème de cette époque-là, c'était que c'était essentiellement critiqué selon des idées reçues et par des gens qui ne savaient pas de quelle manière ça fonctionnait, et donc c'était des critiques qui ne portaient pas, alors qu'il y a en fait des articles scientifiques qui pointent des manques qui sont beaucoup plus intéressants, mais qui sont beaucoup plus généralement anglophones et qui sont écrits par des universitaires et pas par des journalistes ou des critiques, comme c'était le cas à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que précisément, c'est ces gens-là qui font l'opinion générale et que ça a évolué très rapidement. Et que quand on a le même type de comportement de la part de journalistes actuellement, les journaux vont prendre le contre-pied, et que quand on a des critiques à l'emporte-pied, c'est un petit peu bébête, finalement, les journaux actuellement se moquent de ces critiques-là. Alors, ça ne dit absolument rien si est-ce que Wikipédia c'est bien ou pas, mais ça dit énormément de choses sur le rapport du grand public et des médias à Wikipédia, qui était le mal incarné en 2007 et qui est maintenant quelque chose qui est entièrement rentré dans les mœurs. Et ça, c'est très important, parce que c'est ces gens qui forment une opinion générale et qui feront que Monsieur Tout-le-Monde, voire les enfants de Monsieur Tout-le-Monde, auront un rapport sain ou pas à Wikipédia, vont l'utiliser ou pas, en cachette ou pas, auront eu une formation pour justement critiquer ces sources. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important.
Un changement de la société à l'égard de Wikipédia qui a également pu être vu par le biais justement d'un certain nombre de partenariats que l'on a pu faire et qui montrent précisément que institutionnellement, Wikipédia n'est plus vu comme une menace vis-à-vis de la culture légitime qui était diffusée par des canaux bien identifiés, mais que c'est vu comme une chance supplémentaire pour toucher un public que l'on ne touchait pas. Et donc, stratégiquement, Wikipédia est devenu une arme pour des gens qui auraient pu se croire en concurrence. Et donc, on a pu travailler avec des grandes institutions culturelles qui étaient très bien pour Wikipédia parce que ça permettait de rédiger des articles et de transformer en wikipédiens des conservateurs du château de Versailles, etc. Mais qui est également très bien pour ces institutions parce que ça leur donne une visibilité très grande puisque Wikipédia est bien évidemment beaucoup plus consulté que le site internet institutionnel de ces institutions. Et que surtout, ça donne une visibilité pour un public plus large, pour des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient être intéressés par l'histoire de Marie-Antoinette, par des gens qui lisent en russe, et même une grande institution comme le Château de Versailles n'est pas capable de rédiger un site internet en de 300 langues. Et donc, sur Wikipédia, ça permet de toucher bien d'autres mondes, y compris pour des institutions plus petites. Ce que je vous montre là, c'est le château de Champlit en Haute-Saône, en Franche-Comté, qui est un musée qui travaille également avec nous et qui est un petit musée des arts et traditions populaires et d'histoire locale, qui ne touchait bien évidemment qu'un public très restreint et qui, par Wikipédia, peut mettre en valeur ces collections qui sont très intéressantes, mais hélas, les gens jusqu'à maintenant ignoraient que ces collections étaient très intéressantes. Grâce à Wikipédia, on le sait. Et du coup, ça pose justement des questions au sein de la société, ça pose des questions d'un point de vue stratégique sur qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on fait de la connaissance qui est produite dans une institution, dans un institut de recherche, qu'est-ce qu'on fait des données et ainsi de suite. Si je vous montre cette slide-là, c'est parce que précisément cette photo a été placée dans le domaine public par l'agence, non, c'est pas l'agence spatiale, c'est l'institution européenne qui s'occupe de l'astronomie, voilà, de l'étude des étoiles, etc. Et donc, il existe un certain nombre d'institutions, beaucoup aux États-Unis et dans les pays du Nord et de plus en plus en Europe d'une manière générale, qui ont compris que pour avoir une visibilité et pour remplir leur mission de service public, il faut librement mettre à disposition de chacun ce qu'on produit. Et donc, cette photo a été placée dans le domaine public, ce qui fait qu'elle est utilisable sur Wikipédia. Ce qui est le cas systématiquement de toutes les données qui sont produites par les fonctionnaires fédéraux des États-Unis. Ce qui pose du coup un certain nombre d'enjeux, puisque si tout le monde peut partager ce qu'il produit, est-ce qu'au fur et à mesure que les institutions s'ouvrent, est-ce que tout le monde ne va pas être amené à partager de manière obligatoire? Et si je vous montre ce fabuleux portrait de notre ancienne ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, c'est parce que c'est précisément une photo qui a été placée dans le domaine public par les fonctionnaires fédéraux américains. Et donc, quand les seuls portraits des ministres français sont des images qui sont produites par les États-Unis, choisies par les États-Unis et diffusées par les États-Unis, ça pose des problèmes quant à l'indépendance de la France, quant à la position de la France dans la culture mondiale sur Internet. Et donc, à partir du moment où les États-Unis font ça, est-ce que tout le monde ne doit pas faire ça obligatoirement? Et là, ce n'est pas encore le cas en France, aussi parce qu'il y a justement des enjeux stratégiques par derrière, des lobbies qui existent, celui des photographes, etc. Et donc, c'est vraiment des questions qui se posent actuellement, et particulièrement dans le monde de la culture, où il y a justement des enjeux juridiques qui se posent, des lois, en particulier le Code de la propriété intellectuelle, qui sont inadaptées aux pratiques actuelles, et c'est des problèmes qui étaient totalement invisibles jusqu'à maintenant, et que des pratiques telles que celles qui existent sur Wikipédia rendent prégnantes et très importantes. Si je vous montre cette photo du Louvre sans la pyramide, avec un cas sur la pyramide du Louvre, c'est parce que c'est très représentatif de ces impensés juridiques qui nous
pourrissent la vie et qui sont totalement absurdes. C'est qu'il existe un droit d'auteur sur toute création intellectuelle à partir du moment où il y a une originalité dans cette création. Personne ne niera qu'un architecte est un artiste, en tout cas qu'il fait des créations originales et intellectuelles. Donc, un architecte a un droit d'auteur sur ses créations. Si vous prenez une photo de cette création, vous créez une œuvre dérivée de cette création, et donc vous commettez une contrefaçon qui est punie par la loi française, jusqu'à 3 ans de prison et une amende très élevé, ce qui est tout à fait absurde parce que quand on a créé le Code de la propriété intellectuelle, on ne voulait pas vous empêcher de mettre une photo de la pyramide du Louvre sur Flickr pour montrer à votre grand-mère que vous avez passé un week-end à Paris, mais n'empêche que c'est une des conséquences. Et ça demanderait à être aménagé, ce qui a été fait pour ce cas juridique précis dans la plupart des pays au monde, mais il se trouve qu'en France, ce n'est pas le cas. Donc, si vous publiez tout monument qui se trouve sur le sol français dont l'architecte est mort depuis moins de 70 ans, c'est-à-dire que mort après 1942, ce qui veut dire parfois des bâtiments qui ont été bâtis en 1900, vous commettez un délit, et donc à partir du moment où Wikipédia est sous licence libre et dit que tout ce qui se trouve sur Wikipédia est librement réutilisable, nous suivons la loi à la lettre, et donc il n'est pas possible de présenter la pyramide du Louvre sur Wikipédia de manière légale, ce qui est bête et ce qui est un véritable enjeu. Au-delà de ces enjeux où la loi est claire, il y a tout un certain nombre d'enjeux dans la diffusion de la connaissance qui ne reposent non pas sur la loi, parce que là, la loi permet cette diffusion, mais sur des vieilles habitudes ou sur des manières de se comporter qui n'ont pas évolué parce que, précisément, ces modifications dans les canaux de diffusion se sont développées de manière tellement rapide que les personnes qui ont pris leurs habitudes professionnelles dans les années 70 ou un petit peu après, même, ça allait trop vite pour elles et qu'elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles doivent évoluer, ce qui pose des véritables problèmes. Alors là, ce problème-là, ce sera celui notamment de la numérisation. Quand vous numérisez une œuvre qui est dans le domaine public, donc typiquement un livre de 1800, normalement, la numérisation ne rajoute pas de droit d'auteur par au-dessus, donc cette numérisation doit être elle-même dans le domaine public, librement réutilisable par n'importe qui. Pourtant, un certain nombre de personnes qui numérisent, et jusqu'à des institutions publiques, ce qui pose là également des problèmes et des enjeux sur qu'est-ce que le domaine public à l'ère de l'Internet, qu'est-ce qu'est le service public, vont réclamer des droits. Et donc, on aura ce type de choses. Alors là, c'est la bibliothèque numérique de Paris 6. C'est un exemple parmi d'autres. Ce n'est pas du tout pour jeter la pierre à Paris 6, parce que c'est des comportements qui sont très répandus, vont dire, oui, vous pouvez réutiliser ce livre, mais à condition que vous fassiez des usages tels que nous, ça ne nous dérange pas, et que vous respectiez les conditions d'utilisation qu'on a mis en place. En réalité, ça ne repose sur rien juridiquement. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Et donc, ça pose, là encore, un gros problème dans la diffusion de ces textes qui ne sont pas aussi libres qu'ils devraient l'être. Et en particulier, ça posera des problèmes pour tout ce qui est image, où, là encore, certaines institutions françaises ne permettent pas une libre réutilisation. Alors, officiellement, on aurait le droit de ne pas prendre en compte ce qu'elles disent. En réalité, on essaie de discuter, de justement faire évoluer pour que tout le monde gagne à ce processus, mais c'est un véritable problème, et un véritable problème parce que là encore, comme pour la photo de Michel Alliot-Marie, on se retrouve dans un monde qui est mondialisé, et les musées américains, eux, permettent une réutilisation libre de manière de plus en plus systématique. Donc à partir du moment où tout sera disponible par l'intermédiaire des musées de Washington et de Los Angeles, là encore, quelle place pour les musées français qui risquent d'arriver avec du retard et de perdre la bataille de la présence de la culture française sur Internet, alors que les enjeux sont identifiés depuis très longtemps. Dieu merci, donc les enjeux sont identifiés. Il y a quand même une volonté au niveau du gouvernement d'essayer d'être justement dans ces notions de open content, open
open data, etc. Et en particulier, la licence ouverte a été créée pour permettre une réutilisation libre. Et ce que je vous montre là, c'est la numérisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, qui, elle, fait partie des institutions qui sont justement dans ces très bonnes pratiques. Et à 2 pas d'ici, la Bibliothèque numérique de Rennes, qui a ouvert il y a quelques semaines, fait la même chose. Et c'est très, très encourageant pour justement ces changements de pratiques. Au-delà de ces questions se posent des véritables d'autres enjeux sur diffuser, c'est très bien, mais jusqu'où on va, est-ce qu'il n'y a pas des vraies limites qui existent? Et ce sera des vraies limites, entre autres, de sécurité, des vraies limites de protection des données personnelles et de la vie privée. Et donc ça, c'est également des enjeux qui existent et que je vais aborder par un petit exemple. Je vais prendre juste un peu d'eau. Donc, ce que vous voyez là est une photographie qui est en lien avec une autre anecdote qui a été abordée au début dans ma présentation, qui est la station militaire de Pierre-sur-Haute. Cette station militaire est donc une antenne relais utilisée par la défense française qui n'intéresse personne. Et donc, il y a un article sur Wikipédia qui portait sur elle et qui avait été vu par quelques dizaines de personnes depuis sa création en 2009. C'est-à-dire que ça intéressait vraiment 3 personnes en France intéressées par ces questions-là ou les personnes qui habitaient à proximité, parce que c'est visible depuis à peu près tout le département de la Haute-Loire, d'après ce que j'ai compris, et donc les riverains pouvaient être intéressés. Cet article avait été rédigé avec des sources de manière précise parce qu'un petit documentaire de la télévision locale avait été tourné avec l'autorisation pour ces journalistes de rentrer dans cette station et une visite par la personne qui était responsable de la station à cette époque-là, donc un officier. Et il se trouve que cet article comportait malgré tout, malgré cette autorisation, certains renseignements qui ont été jugés trop sensibles par les services secrets français. Et donc, les services secrets français ont voulu supprimer cet article-là. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu tout un tas de problèmes qui ont abouti à la suppression un petit peu violente, ou en tout cas hors procédure, de cet article, ce qui a déplu à la plupart des Wikipédiens, non seulement en France, mais dans le monde. Et donc, comme il a été dit, ce qu'on appelle un effet Streisand, c'est-à-dire que sur un sujet dont personne n'a rien à faire. À partir du moment où vous faites une censure, ça attire l'attention de tout le monde sur cet article et tous les gens se passionnent pour cet article qui existe donc maintenant en 20 langues alors qu'il n'existait qu'en français et qui a été l'article le plus vu sur Wikipédia dans le monde entier pendant un week-end alors qu'il avait été vu par moins de 500 personnes en 3 ans. Ça pose néanmoins de véritables questions et de véritables enjeux parce que les services secrets n'avaient pas entièrement tort. Ils ont eu tort dans la manière de se comporter parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des pratiques sur Internet qui font que même s'ils ont raison juridiquement, ce qu'on ne sait pas vraiment en fait, la manière de se comporter ne sera pas acceptée et que donc ils auront le résultat qui est inverse. Mais sur le fond, ça pose le problème de ces informations qui sont sensibles. Est-ce qu'elles doivent être diffusées ou pas? Est-ce que c'est normal qu'elles se retrouvent lisibles par tous? Est-ce que c'est normal qu'on ait eu accès à des sources qui permettaient de rédiger cet article-là? Et ça, c'est des vraies questions qui se posent. Et entre autres, si cet article n'a pas été supprimé dans un premier temps en suivant la procédure juridique normale qui était de demander à l'hébergeur, donc la Wikimedia Foundation américaine, de supprimer cet article, c'est précisément parce que les sources existaient et que la Wikimedia Foundation a dit, même si la loi française exigeait
qu'on supprime cet article, ce qui n'est pas clair, et seul un procès permettrait de savoir si c'était vrai ou pas. On ne voit pas de raison légitime intellectuelle de supprimer cet article, alors que tous les renseignements sont présents ici et là sur Internet. Ce qui se comprend très très bien, mais qui en même temps pose de véritables enjeux. Est-ce que c'est la même chose que votre date de naissance soit disponible sur Internet, sur un petit site qui n'est consulté par personne, et sur un article de Wikipédia sur vous, qui sera la première chose que verra toute personne qui se renseigne sur vous? Ça, c'est vraiment des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. C'est ni blanc ni noir, Wikipédia n'a pas raison, n'a pas tort, mais juste c'est des questions qui se posent et on ne sait pas. C'est des questions qui se posent aussi parce que même si les lois existent dans les pays, Internet est foncièrement international. Et quand, par exemple, vous aurez une loi en Thaïlande ou au Maroc qui dit « il est interdit de dire du mal de notre roi », est-ce que la Wikipédia en arabe ou en français ou en thaïlandais doit respecter la loi de la Thaïlande ou du Maroc parce que c'est la loi et qu'il y a des Thaïlandais qui ont accès à Wikipédia qui doivent respecter les lois de leur pays? Ou est-ce qu'on part du principe que sur un programme qui est international, on fait ce qui nous semble juste intellectuellement, et dans ce cas-là, on va accepter de ne pas respecter certaines lois? C'est des questions qui, là encore, se posent et pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Jusqu'à certains pays où là, la situation est peut-être plus claire pour nous qui sommes occidentaux et qui partageons certaines valeurs, mais qui ne le sont pas forcément dans les pays eux-mêmes. Donc justement, quelles limites et qui décide de ces limites-là? Ce que je vous montre là, c'est une photo qui est donc accessible sur Wikipédia, sur la Wikipédia en iranien, qui a été censurée. Et si vous vous trouvez en Iran, vous n'avez pas accès à cette photo parce qu'il y a le mot « breast » dans le titre de cette photo. Donc il y a un sein, c'est horrible, ça va dévergonder tous les petits Iraniens, il faut absolument supprimer cette photo. Qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est un bébé phoque. Donc se pose au-delà de qu'est-ce qu'on doit montrer ou pas, et c'est pas si facile, et c'est pas forcément uniquement une question de loi, c'est aussi une question de quels outils on met en œuvre pour censurer. Et peut-être que vous avez pu le vivre quand vous êtes dans cette école-ci ou dans une université ou dans un hôtel. À partir du moment où on fait de la censure automatique sur des noms, on censure tout et n'importe quoi de manière ridicule. Et on passera pour de la pornographie ou de la violence, des choses qui ne le sont absolument pas. Et donc, encore une fois, qui décide? Et précisément, le problème avec cette censure, c'est qu'on passe très souvent par des entreprises qui proposent des listes de mots-clés ou des listes de sites. Et donc, est-ce que c'est aux États de censurer eux-mêmes? Mais à ce moment-là, est-ce que c'est sur leur sol ou d'une manière générale? Est-ce qu'on accepte que des entreprises jouent ce rôle d'intermédiaire? Là encore, de très nombreux enjeux pour lesquels on n'a pas de réponse précise. Et ça peut nous sembler très lointain quand on parle de l'Iran et que nous, en tant qu'Occidentaux, il est très facile de se dire oui, mais ils sont méchants, nous c'est très différent, on a la liberté de la presse, etc. Précisément pas. On a un certain nombre de cas où le droit d'auteur, précisément, est utilisé pour censurer. Quand vous avez, par exemple, sur YouTube, une vidéo qui est faite à partir des meilleurs passages du journal télévisé de TF1 pour se moquer du présentateur et montrer que c'est un petit peu ridicule, on ne va pas supprimer cette vidéo en faisant un procès parce que c'est de la diffamation. On va porter plainte pour atteinte au droit d'auteur des journalistes de TF1 et ce droit d'auteur va permettre de supprimer cette vidéo-là. De même, en tant qu'universitaire, moi-même qui suis le rédacteur en chef d'une revue scientifique, c'est un problème que l'on connaît bien. Quand vous êtes un historien de l'art qui travaillez sur le contemporain, que vous voulez travailler sur un artiste, vous ne pouvez publier les œuvres de cet artiste que s'il donne son autorisation. Vous publiez un article sur cet artiste, il va demander à relire
cet article. Si ça lui convient, il donnera son autorisation pour les reproductions de photographies. Si ça ne lui convient pas, il refusera. Et s'il refuse, vous allez écrire un article de 10 pages sur un artiste dont vous ne pourrez pas montrer les œuvres, donc la revue où vous vouliez publier va refuser votre article. Et donc le droit d'auteur va servir à censurer tout article qui ne va pas dans le sens de l'artiste lui-même et du discours qu'il veut contienne sur son œuvre. Donc ces questions de censure et de qui doit poser ces limites se posent vraiment à tous les niveaux, y compris dans notre société à nous. Et précisément se pose parce que Internet est un monde qui est très décentralisé et qui du coup va amener des pratiques qui, dans la diffusion du savoir et des informations, sont très différentes de ce qu'on connaissait auparavant et qui du coup font peur. Parce que si c'est décentralisé, ça veut dire qu'on ne contrôle pas ce qui se fait et qu'il peut y avoir des initiatives qui vont au-delà de ce que souhaitent certaines personnes. L'exemple que je vous donne là est, à mon avis, une initiative qui est très intéressante et qui a prouvé sa pertinence, qui n'est plus vraiment remise en cause, mais qui a été attaquée par un certain nombre de personnes au moment où ça a été mis en œuvre. C'est uniquement un certain nombre de personnes, de citoyens lambda, qui récupéraient les données de l'Assemblée pour faire des statistiques sur est-ce que votre député est sérieux ou pas. Est-ce qu'il est présent dans l'hémicycle? Est-ce qu'il pose des questions? Est-ce qu'il propose des projets de loi? Et donc, ça permet de débusquer les gens qui ne faisaient pas leur boulot de député. Et donc, il y a des gens qui ont été très en colère quand ça a été mis en place et qui voient certaines transparences comme risquées. Après, ça pose des véritables problèmes en soi. Nosdéputés.fr est quelque chose qui est formidable, mais qui, là encore, pose des questions. À partir du moment où on mesure, on sait très bien que la mesure elle-même va avoir des influences sur ce qu'on mesure. Et qu'à partir du moment où nos indicateurs reposent sur le nombre de mots qui ont été prononcés et sur le nombre de questions écrites au gouvernement qui ont été proposées, on va avoir des députés qui vont proposer un nombre de questions écrites très importantes, qui ne veut pas dire qu'ils font mieux leur boulot, mais qui demanderont à leur assistant parlementaire de récupérer le plus grand nombre de questions qu'il est possible. Donc là encore, c'est des choses qui sont très complexes, des choses qui sont mouvantes, des choses où il n'y a pas de blanc et de noir, mais en tout cas, il me semble très très important de partir du principe que même si des limites sont à poser et que la question de qui pose ces limites et où est-ce qu'on les pose sont complexes et qu'il faut y réfléchir et que ça change en permanence, il faut permettre ces initiatives. Parce que Internet, dans son caractère déconcentré, est très très libre dans les initiatives qui peuvent être faites, a changé complètement notre rapport à bien des choses, à la politique, au savoir, à l'autre au sein des communautés, des réseaux sociaux, et que ça me semble en tout cas aller plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire vers un enrichissement général et un enrichissement qui sera d'autant plus intéressant que les gens seront capables de recevoir cet enrichissement. Et que donc la question est beaucoup plus dans la formation du citoyen et dans la capacité du citoyen à être raisonnable, à être critique et à utiliser ces outils de manière raisonnée que dans la possibilité de ne pas utiliser ces outils. D'une part parce que ces outils sont une chance et d'autre part parce qu'on est dans un monde globalisé où ces outils existent et seront utilisés aux États-Unis, en Chine et ainsi de suite. Et la France doit obligatoirement suivre. Ce qui amène un certain nombre d'inquiétudes sur ce qui peut se passer aujourd'hui quand on voit par exemple que certaine mission de la Hadopi va être reprise par le CSA ou que la neutralité du net est encore attaquée. Là encore, ce sont des véritables enjeux pour que Internet reste un espace où on peut réellement créer, réellement prendre des initiatives et réellement entreprendre. Et il me semble que vous-même, en tant que futur manager et entrepreneur, êtes les mieux placés pour protéger ces libertés et faire en sorte que sur Internet, on puisse encore diffuser la connaissance et bien d'autres choses. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour votre exposé et cette mise en perspective du partage de connaissances. On va passer à la partie questions. Alexandre, Pierre-Adrien, première question. Oui, bien sûr. Nous allons passer très rapidement après la parole donc à la salle. Donc vous n'hésiterez pas à ce moment-là à poser vos questions à M. Matisse. Pour ma part, je vais vous poser une question en préliminaire sur la numérisation des patrimoines littéraires. Donc j'aurais aimé que vous nous fassiez part des avancées et de votre ressenti éventuellement sur les progrès qui ont été faits dans ce domaine-là, et notamment entre la confrontation entre des groupes comme Google et des initiatives plus nationales comme celle de la BNF. Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question précisément aussi parce que donc je suis conservateur à la BNF et que je ne suis pas habilité à parler au nom de la BNF ni forcément à critiquer les petites choses qui ne sont pas parfaites dans quelque institution que ce soit. Bon, il faut dire d'une manière générale, de toute façon, que la numérisation d'une manière générale, que ce soit fait par Google ou par une institution, c'est quelque chose qui est très bien. Ça permet de redonner vie à bien des choses. Ça permet, peut-être que vous l'avez vécu en tant que Nantais ou que provincial, d'avoir accès à des ressources qui auparavant n'étaient accessibles que dans une bibliothèque à Paris, voire à l'étranger, de manière très compliquée. Maintenant, on trouve ça en deux coups de cuillère à peau sur Internet. C'est absolument formidable. Après, se pose justement la question de ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on autorise et par qui c'est fait et pourquoi ça a été fait. Là encore, quand c'est fait par Google ou par une institution, les buts ne sont pas les mêmes et ça a d'ailleurs des conséquences sur la manière dont c'est fait. Faut bien comprendre que quand Google numérise des livres, c'est uniquement parce que Google est un moteur de recherche et que ça permet de faire des recherches supplémentaires et donc de donner des réponses supplémentaires à une recherche. En revanche, quand la BNF ou n'importe quelle bibliothèque patrimoniale va numériser des livres, c'est pour mettre en valeur le patrimoine écrit avec une approche qui n'est pas la même, une qualité des métadonnées qui ne seront pas semblables non plus, une interface qui sera très, très différente, donc ça sera très, très différent. Sur les questions juridiques, il n'y a pas là non plus de blanc et de noir, c'est des enjeux qui évoluent lentement parce que précisément c'est des pratiques qui sont nouvelles, en particulier dans les bibliothèques, il y a une certaine manière de faire du vieux conservateur à Chignon, si je veux un peu caricaturer les choses, qui a tendance à ressentir les fonds dont il a la charge comme des choses privées, et donc il y a beaucoup de mal à accepter qu'on puisse faire n'importe quoi sans demander une autorisation. Mais ça, c'est vraiment des questions de pratique professionnelle qui évoluent, et que ce soit chez Google ou dans les institutions, je pense qu'on va de toute façon vers une ouverture très large. Je n'ai pas de grosses inquiétudes à moyen terme sur ça. Bonsoir, Monsieur Matisse. Vous avez évoqué justement le problème avec les données sensibles et leur partage, et avez dit que vous n'aviez pas d'opinion personnelle là-dessus. Et donc je me demandais si ce n'était pas problématique quand on est obligé de trancher. Wikipédia ne peut pas ne pas choisir, donc pour laisser un article, n'est-ce pas déjà apporter une réponse à la question? Et donc, ne trouvez-vous pas que ça peut être gênant donc, de ne pas apporter une réponse concrète à ces questions et de laisser le débat sans adopter un point de vue concret? Il y a forcément un point de vue concret qui est adopté parce que précisément la date de naissance de telle personne va être présente ou pas, il y aura un article sur telle personne ou pas. Pour vous donner un exemple réel qui là encore est très complexe et qui est apparu, une personne qui a été condamnée en justice par des faits, mais ensuite il y a eu une loi, une amnistie qui passait, qui fait qu'on n'est pas censé parler de cette condamnation. On en parle ou pas. Et donc ça, il y a une décision qui est à prendre, mais qu'il y a une décision qui est prise par la communauté des Wikipédiens. Quand je dis qu'il n'y a pas de réponse claire, c'est parce que précisément la sensibilité change et que des données qui étaient disponibles auparavant sans que ça gêne personne se mettent à gêner le monde à partir du moment où elles sont plus visibles.
Et on a le cas très souvent, et ça, on va voir ce que ça donnera même au niveau de la législation européenne. Pour revenir sur le monde des bibliothèques, les bibliothèques ont toujours fait des fiches sur chaque auteur, ce qu'on appelle des autorités, pour normaliser les noms de chaque auteur. Juste quand vous avez Les Misérables, Notre-Dame de Paris, etc., vous êtes obligé de normaliser le nom de Victor Hugo pour être sûr que vous utiliserez la même forme pour cataloguer Les Misérables et Notre-Dame de Paris 5 ans plus tard. Sur ces fiches autorités, il y a toujours eu les dates de naissance des gens, parce que ça permet de faire la différence entre Paul Martin qui est né en 51 et Paul Martin qui est né en 53. Ça n'a jamais posé aucun problème. Maintenant que ces données se retrouvent sur Internet, Paul Martin trouve que tout le monde sache ma date de naissance, c'est pas normal, d'autant plus que c'est quelque chose qui est demandé pour que je m'identifie sur certains sites, donc que les autres soient au courant, ça me pose problème. Et donc ça, c'est vraiment des problèmes de société. Et donc Wikipédia tranche, mais tranche dans une société qui elle-même évolue par rapport à ces questions-là, et il n'est pas impossible que dans 30 ans, donner la date de naissance d'une personne soit illégal. Et à ce moment-là, Wikipédia aura de nouveau à trancher. Est-ce qu'on les laisse que quand même, parce que c'est important pour faire la différence entre Paul Martin et Paul Martin, ou est-ce que si c'est interdit en Suisse mais que c'est autorisé en France, on les mettra quand même sur la Wikipédia francophone, parce que tant pis pour les Suisses francophones, on est sur un projet international et on considère que ça a une pertinence. On va passer la parole à la salle. Alors oui, normalement, donc vous avez un micro dans chaque allée, donc grâce à Colline et à Marjorie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur Wikipédia, sur l'actualité, sur ce qui vous semble important ce soir. Donc allez-y. Qui veut prendre la parole ? Bonsoir. Moi, en fait, je voulais savoir, au début, vous avez parlé de Wikipédia au tout début, avec cette sorte d'utopie d'Internet comme un espace libre, tout ça. Et je voulais savoir si vous ne trouviez pas que ça rentre un peu en contradiction avec donc cette utopie, le fait que sur Wikipédia circule de l'information fausse. Et donc voilà, je voulais votre avis là-dessus. Là encore, on revient sur les questions de fonctionnement de Wikipédia d'une manière générale. De l'information fausse, dans la mesure du possible, il n'est pas censé y en avoir. Après, ça dépendra du nombre de personnes qui ont pu relire cet article, qui sont passées dessus, de qui a rédigé cet article-là. De l'information fausse, vous en avez partout. Après, si le but est qu'il n'y ait que des choses justes et exactes, on ne publie aucun livre. Je lisais il y a quelques temps justement une introduction à un catalogue de manuscrits médiévaux de quelqu'un qui disait quelque chose qui me semblait très juste, et qui disait que les choses ne sont pas parfaites quand elles n'existent pas. Et que finalement, que quelque chose existe de manière inexacte, ou en tout cas qui prendra du temps pour être amélioré, c'est toujours mieux que quelque chose qui n'existe pas. Et dans le milieu où je suis, des gens qui finissent par publier leur thèse quand ils sont à la retraite, parce que oui, mais il y a encore cette archive que j'ai pas vue, c'est pas tout à fait exact, je veux pas laisser publier quelque chose qui est inexact, c'est ça qui tue plein de choses. Donc il vaut mieux se lancer et se dire ok, tout n'est pas parfait, mais ça s'améliorera, que ne rien faire. Après, est-ce qu'il y a une contradiction ? Non, il faut juste prendre parti que nous sommes, hélas, dans un monde imparfait. Nous autres, pauvres humains, sommes imparfaits. Et Internet, c'est semblable, mais que juste, on va beaucoup travailler pour que ça s'améliore. Et plus on sera pour que ça s'améliore, et mieux ça fonctionnera. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Alors bonsoir. Moi je voulais savoir en fait ce que vous pensez disons, la subjectivité de l'information qui peut être partagée. Par exemple, les articles polémiques sur la religion qui peuvent être brassés, rebrassés, ou
ou les articles, par exemple, extrémistes, ou encore les articles plus prosaïques, mais tout aussi dangereux, par exemple, de la fabrication d'une bombe à partir d'engrais et de piles. Donc, est-ce qu'on doit laisser circuler cette information librement, ou est-ce qu'on doit tenter de l'inhiber? Alors, pour ce qui est de Wikipédia en tant que tel, ce n'est pas des questions qui posent problème, en tout cas pas dans la version finale, parce que précisément, il y a un article qui existe sur chaque sujet, et donc il faut réussir à arriver à une manière de présenter les choses qui satisfassent l'ensemble des personnes qui sont intervenues. Donc si on a des problèmes sur quelque chose qui est très polémique, sur un politique ou sur des questions religieuses, etc., il faudra forcément arriver à un accord entre l'ensemble des personnes, et donc on n'aura jamais une manière de présenter les choses qui soit extrémiste ou qui pose de véritables problèmes. Bon, ceci dit, un accord entre les personnes qui ont prouvé qu'elles étaient de bonne volonté et qu'elles essayaient d'aller dans le bon sens, hein. Il y a aussi des personnes qui sont exclues sur Wikipédia, qui sont bloquées, etc. Et aussi parce que quand il s'agit de fabriquer des bombes sur Wikipédia, il n'y a pas du tout de questions pratiques. Donc ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Après, est-ce que ça doit avoir sa place sur Internet? Là encore, c'est des questions complexes. Moi, j'ai tendance à penser que non. En tout cas, à partir du moment où c'est clairement illégal, ça semble assez normal de supprimer ça. Et je ne pense pas que vous trouverez quelqu'un, même chez les plus ardents défenseurs de la liberté d'Internet, qui soit pour qu'il y ait des images pédopornographiques ou des possibilités pour faire des attentats sur Internet. Les questions qui se posent sont justement beaucoup plus sur des frontières beaucoup plus floues, où il y a une vraie pertinence, ou en tout cas il y a une pertinence dans un contexte et pas dans un autre, il y a une pertinence dans un pays et pas dans un autre. Mais sur ces questions-là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les bombes c'est mal. Enfin, il n'y a pas de problème sur ça, quoi. Bonjour. Aujourd'hui, lorsqu'on recherche une information, on la trouve très rapidement et très facilement. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact positif ou négatif sur nos facultés intellectuelles? Les deux. C'est une très bonne question, et il y a plein de gens qui travaillent sur ça de manière professionnelle, des neuroscientifiques, etc. Je pense que c'est très positif à partir du moment où vous êtes préparé. On en revient systématiquement à il faut être formé, il faut être intelligent, quoi. Internet est un formidable outil pour les gens intelligents, et ça peut mener à leur perte les gens qui se reposent sur ça et qui sont feignants. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant même que je prenne la parole sur le fait notamment qu'à partir du moment où tout est disponible très facilement, ça nous dégage de tout le travail de recherche de cette information, et ça nous permet de faire des recherches vraiment plus profonde que pour vous parler de mon expérience personnelle. Quand on va dans les archives, on retrouve notamment les papiers de nos prédécesseurs. Et moi, j'avais travaillé sur un ministre de la fin du XVIIe siècle. Et il y a un type qui avait fait un bouquin sur lui en 1911. Je suis allé voir ses archives personnelles. Ce type-là, pour avoir la copie d'une lettre, écrivait au conservateur de la bibliothèque, obtenait une réponse plus tard, et donc pour avoir un document, ça lui prenait 3 mois. Maintenant, si c'est numérisé, si ça se trouve immédiatement, dans le pire des cas, j'écris cher confrère, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo, et je l'ai 3 jours plus tard. Donc bien évidemment que toute l'énergie que je ne mets pas à acquérir ces documents, je les mets à travailler pour me poser des questions sur ce document, pour problématiser ma recherche, et donc c'est très très bien. Après, c'est sûr que si vous partez du principe que tout est sur Internet, tout est prémâché, et que ce qui est en première page de Google, c'est la vérité sur tout sujet, bien évidemment que vous allez au-devant de mes aventures, et que c'est pas comme ça que vous ferez des études et que vous comprenez ce qu'est le savoir, et que voilà. Donc Internet, c'est le meilleur et le pire. Ça ne dépend pas de Internet en tant que tel, même s'il faut savoir quels outils utiliser. Ça dépend surtout des gens qui utilisent Internet. Et c'est pour ça qu'une des grosses activités de Wikimedia France est précisément de faire des formations, des ateliers pour réussir à faire en sorte que les gens comprennent ce qu'est Wikipédia en particulier, et qu'ils l'utilisent de manière intelligente, en sachant qu'à côté d'un article sur Wikipédia, il y a un historique qui permet de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à cette version-là. Il y a une page de discussion qui permet de comprendre qui a discuté sur quoi, quel passage pose problème. Et il faut lire un article
de Wikipédia, il faut comprendre comment fonctionne Internet. Il y a une dernière question peut-être ? Bonsoir. Il y a quelques mois, on a vu arriver sur Internet un site qui s'appelle Quora, donc un projet qui est un peu concurrent à Wikipédia. Sur ce projet, ce n'est pas la citation, la source qui est mise en valeur, mais c'est un peu l'opinion de chacun. L'opinion est qualifiée, elle est soumise à un vote, et du coup, on peut voir les opinions de plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est un site qui est quand même un petit peu en baisse, d'après ce que j'ai pu voir. Il y a plus grand monde, si. Enfin, je pense pas que ça soit une concurrence réelle pour Wikipédia. En tout cas, c'est assez marrant parce que tous les 3 ou 6 mois, on sort un concurrent à Wikipédia qui va finir par tuer Wikipédia. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Ça arrivera un jour, sans doute, et c'est pas forcément mal. Enfin, peu importe. L'important, c'est que la connaissance soit diffusée et que ça fonctionne bien. Sur cette manière de fonctionner, c'est ce qu'on appelle la sagesse des foules. Je sais pas. Moi, je suis un petit peu sceptique sur ce genre de choses. Ça peut fonctionner, et c'est d'ailleurs un petit peu le mode de fonctionnement de Wikipédia dans les premières années, parce que précisément, ce que je vous disais sur les sources, c'est quelque chose qui s'est vraiment mis en place au fur et à mesure. Et en fait, on s'est rendu compte que citer ces sources, ça reste quand même la meilleure manière pour être vérifiable et fiable. Ce système de vote fonctionne à partir du moment où il y a une communauté qui est suffisamment large pour que les gens qui votent soient des connaisseurs du sujet et qu'il n'y ait pas du grand n'importe quoi qui apparaisse. Moi, je suis un petit peu sceptique. Je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen de faire les choses. Quand on fait des recherches sur Yahoo Answers, etc., qui fonctionnent un petit peu de la même manière, on se rend compte que ça fonctionne pas si mal sur des choses extrêmement prosaïques. Si on demande, j'ai un fichier, un tel qui s'est installé sur mon ordinateur, qu'est-ce que je dois faire ? Ça fonctionne bien. Si vous posez une question sur est-ce que les théories du complot du 11 septembre sont pertinentes ou pas, je ne suis pas sûr qu'un vote soit la meilleure manière d'établir ce qu'il faut penser de ce genre de choses-là. Je suis certainement assez traditionnaliste dans mon rapport au savoir, en réalité. Alors, on va prendre une dernière question, oui. Bonsoir. Moi, Wikipédia se veut, comme vous le dites, un peu le diffuseur de l'information à travers le monde. Et moi, je me demandais en fait si Wikipédia a une politique de promotion d'elle-même, en quelque sorte, dans les différents pays du monde. Et si oui, quelle est-elle ? Et est-ce que ça pose pas des problèmes un peu géopolitiques, justement vous en avez parlé un petit peu, mais voilà, par rapport à ça, de diffusion de l'information dans le monde. Oui, donc il y a une politique de promotion, de formation, de partenariat, de communication, etc. qui existe. Alors, il faut être bien clair que sur Wikipédia, il y a en fait différentes instances qui interviennent et dont les rôles sont très, très séparés. C'est-à-dire que pour tout ce qui est Wikipédia en tant que tel et les modifications sur les articles, c'est vraiment la communauté qui s'en occupe et il n'y a pas de chef, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de pouvoir qu'un autre, etc. Vous avez ensuite la Wikimedia Foundation qui est internationale, qui gère la marque Wikipédia en tant que telle et qui s'occupe de tout ce qui est pratique, c'est-à-dire qu'il y a les serveurs qui payent pour la bande passante, etc. Et pour tout ce qui est promotion, partenariat, ça se fait pays par pays par ce qu'on appelle les chapitres, c'est-à-dire les associations locales. Donc Wikimedia France pour la France, dont je suis le président. Et donc oui, on essaie justement de mettre en valeur Wikipédia, ce qui passe par de la communication et par essayer de faire en sorte de répondre aux questions des gens, par ma présence ici, mais ce qui passe aussi pas mal justement par des formations, des ateliers, des partenariats avec des institutions, essayer de donner de la visibilité, de donner envie aux gens de devenir wikipédiens. Et pour vous donner un exemple, on signe demain soir avec le Centre Pompidou et donc on va continuer à travailler. Après, est-ce que ça pose des problèmes géopolitiques ? Oui et non, parce que précisément Wikipédia est hébergé aux États-Unis par une institution
des États-Unis. Donc même si le gouvernement iranien voudrait que ça n'existe pas et censure, ils n'ont aucun pouvoir sur Wikipédia, même en langue farsi. Et que par ailleurs, les projets fonctionnent par langue et non pas par pays. Et donc, en fait, pour un certain nombre de Wikipédia, les gens qui y participent ne sont non pas les nationaux, mais en fait, tous les personnes qui parlent cette langue, mais qui ont émigré en Europe, aux États-Unis, etc. Et donc, très clairement, sur la Wikipédia en iranien, c'est essentiellement rédigé par des Iraniens qui vivent aux États-Unis, en Allemagne et ainsi de suite. Donc elle est très neutre, très bien. Et donc justement, c'est une question que je me posais. J'ai demandé à des gens qui parlent iranien de me traduire les articles sur les mollahs qui dirigent, etc. Et en fait, c'est fait de manière très neutre, très universitaire, ni pour ni contre. Il n'y a aucun problème. Et de même pour la Wikipédia chinoise qui est censurée et qui est en fait éditée essentiellement depuis Hong Kong et depuis les États-Unis par en fait des Chinois qui ont émigré, quoi. Merci beaucoup Rémi Mathis, merci à toutes et à tous. Donc nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, mardi 24 septembre pour la prochaine conférence, donc avec Guillaume Serrouti, donc PDG de Sotheby's France, sur un sujet qui concernera le marché de l'art et ses mutations. Voilà, merci à tous.